Le premier coup de pioche du pont de la Maraoué a été donné par le président de la République Alassane Ouattara ce matin à Boisflé, le chef de l'État, qui réalise ainsi un autre de ses grands chantiers. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée ce samedi. La ministre de l'Éducation nationale était à Numambo ce matin. Et puis la crise au Mali, le président Diankouda Traoré propose la négociation au groupe armé islamiste qui occupe le nord du... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal. La région de la Maraoué a été pendant quelques heures le centre de la Côte d'Ivoire. Et pour cause, le président de la République était dans la ville de Boisflé pour le lancement des travaux de la voirie et du pont de Boisflé. Le président Alassane Ouattara, qui a reçu un accueil enthousiaste des populations et de la chefferie traditionnelle, vous le voyez sur ces images, un accueil à la mesure de l'attente, car c'est la première fois qu'un président de la République se rend dans cette ville. Sachez que les travaux de ce pont vont permettre la fluidité du trafic en réduisant le temps de passage. Ce pont va impulser le développement de la région. Il sera livré dans un peu plus d'un an. Vous voyez le président de la République à son arrivée sur les lieux de la cérémonie. Il a été accueilli par la chefferie traditionnelle de Boisflé. Toute la notabilité s'est déplacée. Des populations enthousiastes. Vous assistez maintenant à la cérémonie de libation. Vous voyez, de ce côté, nous avons le nouveau pont qui sera en 2 fois 1 voie. Le coup de pioche du président de la République qui marque le lancement des travaux du pont sur la Maraoué. Le président Alassane Ouattara, qui a par ailleurs lancé un message fort au peuple Yorlais, il leur a demandé de s'inscrire résolument dans le processus de réconciliation nationale. Je vous propose de l'écouter. De ma dernière visite ici à l'occasion de la campagne présidentielle, en septembre 2009, donc cela fait 3 ans, j'avais fait la promesse de faire de la réhabilitation et du développement du réseau routier de notre pays l'une de mes priorités. C'est donc avec plaisir que je suis ici aujourd'hui à Boisflé pour le lancement des travaux de construction du nouveau pont ainsi que des travaux de réhabilitation et de bitumage de la voirie de Boisflé. Ces travaux permettront d'améliorer le cadre de vie des populations de Boisflé, mais aussi de permettre une desserte de la région de la Maraoué pour un développement plus harmonieux de la région. Honorables invités, chers frères et sœurs, comme vous le savez, le secteur routier constitue un axe majeur de notre stratégie de développement. Non seulement du fait de son rôle économique, mais également pour son rôle social. Notre réseau routier, jadis source de fierté, avait atteint un niveau de dégradation très sérieux. Malgré les 60 000 km de route que nous nous plaisions à dire à chaque fois, pour dire que la Côte d'Ivoire, il y a 25 ans, était le premier pays routier sur le continent africain en dehors de l'Afrique du Sud. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à accorder une importance particulière à son entretien, à sa réhabilitation et à son extension. Pour atteindre cet objectif, l'État fait de gros efforts d'investissement. Pour l'année 2012, ce sont plus de 52 milliards de francs CFA qui sont consacrés à l'entretien et à la réhabilitation de près de 20 000 km de routes, soit près du tiers de notre réseau routier interurbain. Bien sûr, le ministre Patrick Hachi me dit que cela n'est pas suffisant, puisque, dit-il, nous avons consacré 110 milliards à l'université. Donc je vous ai entendu, mon cher Patrick. Ces travaux qui vont s'intensifier à partir du mois prochain
puisque un tiers de notre réseau routier retrouve sa fonctionnalité dès la fin de l'année 2012. C'est donc un progrès significatif. Le programme 2013 prévoit des ressources encore plus importantes pour qu'en fin d'année 2013, la plus grande partie du réseau routier, sinon la totalité, soit utilisable en toute saison. En plus de la réhabilitation et de l'entretien du réseau existant, nous avons également entrepris de réaliser de grands travaux routiers. C'est dans ce cadre que nous avons lancé les travaux du pont Henri-Konan Bédié en septembre 2011 et les travaux de la réalisation de l'autoroute Abidjan-Bassam le 3 août dernier. De nombreux autres chantiers démarreront en cette fin d'année et au début de l'année 2013, comme l'autoroute Abobo-Agnama, le bitumage de l'axe Bouna-Doropo ou encore l'axe Bondiali-Odjede, dont le financement est quasiment acquis. Les voiries urbaines n'ont pas été oubliées. Notre programme prend également en compte l'entretien et la réparation des chaussées de la ville d'Abidjan et des principales localités de l'intérieur du pays. Honorables chefs traditionnels, chefs religieux, chers invités, mes chers frères et sœurs, la construction du pont de la Maraoué et les travaux de la voirie de Boisflé est donc la confirmation de la réalisation de notre engagement, s'il le fallait. Ce nouveau pont permettra d'améliorer la fluidité du trafic sur les itinéraires Yamoussoukro-Daloa et Daloué-Zouenoula, d'améliorer la circulation des personnes et des biens, de réduire les accidents de la circulation et aussi de favoriser le développement économique de la région. J'ai bien noté le souhait de mon jeune frère, Monsieur le maire, Dominique Adjé, d'examiner la possibilité de réhabiliter et de rendre praticable la route Boisflé-Saint-Fra. Honorables invités, chers frères, chères sœurs, je voudrais, avant de terminer, remercier la Banque ouest-africaine de développement, son président et son représentant, pour leur rôle déterminant dans le financement des projets d'intégration de notre espace communautaire. Je salue leur efficacité et je les encourage à continuer leur action à nos côtés pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je félicite Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement et vous dire que nous sommes heureux de l'efficacité dont vous faites preuve. Et je voudrais tout particulièrement féliciter mes jeunes frères, Patrick Achi et Charles Kofi-Dibi, ministre des Infrastructures et ministre de l'Économie et des Finances. Je peux vous dire qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour que ce projet aboutisse dans les délais. C'est vrai que je leur ai mis la pression et je n'ai pas été seul. Thérèse Yoma, le Premier ministre et bien d'autres l'ont fait également avec moi, sans mes suggestions. Donc c'est dire que ce projet nous tenait tous à cœur. Je vous salue, Charles et Patrick, pour votre compétence, votre acharnement au travail, pour que nous puissions réussir notre programme de gouvernement. À ces remerciements, j'associe tous les cadres de Boisflé, la région de la Maraoué, pour votre implication dans la réussite de cette belle cérémonie, car cette région est belle et vous nous offrez aujourd'hui l'occasion de venir vous voir dans un cadre particulièrement agréable. Merci à vous tous pour tous les efforts qui ont été faits.
Je voudrais aussi vous dire, chers frères et sœurs de la Marawe et du Grand Centre, que nous sommes particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on me disait, mais tous les projets que vous faites sont à Abidjan. Je leur ai dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc nous voilà aujourd'hui dans la Marawe au Grand Centre. Et je voudrais que vous sachiez que l'État de Côte d'Ivoire travaille pour vous. Le gouvernement de Côte d'Ivoire travaille pour vous. Nous ne ménagerons aucun effort pour améliorer les conditions de vie des populations et pour développer encore plus cette belle région. Je sais que Bois-Flé est un lieu de brassage des populations. Ici vivent en harmonie et dans la concorde depuis des décennies des hommes et des femmes venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et des pays frères de la CEDEAO. À tous, je vous demande de continuer de vivre ensemble dans la paix pour une Côte d'Ivoire rassemblée, réconciliée et développée. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Voilà, c'était l'intégralité du discours du président de la République à Bois-Flé, où il a procédé en personne au lancement des travaux de construction d'un nouveau pont sur la Marawe, l'ouvrage qui est d'une importance stratégique et pour les populations, le symbole de l'espoir de la renaissance d'une ville restée longtemps dans la léthargie. Ne dit-on pas que la route précède le développement? Suivez le dossier de Eugène Atoubé. C'était le temps des jours heureux, une époque où la Côte d'Ivoire séduisait par ce que l'on a longtemps appelé le miracle économique. En ce temps-là, Bois-Flé figurait parmi les villes prospères et promises à un avenir de grandes villes, comme la voisine d'Aloa ou Boaké, les références de l'époque. Aujourd'hui, ce pari n'a pas été tenu et Bois-Flé croule encore sous le poids de son apathie et sa léthargie. Comme signe de cette réalité, la dégradation des rares voies bitumées. À cela s'ajoute le manque d'entretien de celles qui deviennent difficilement praticables au fil des jours, vécues par l'érosion et sans doute aussi placées dans la boîte d'oubli des autorités municipales. Bois-Flé aujourd'hui est malade de sa voirie. Les rues là ne sont pas vraiment praticables. Il y a des quartiers que le taxi n'arrive pas. On veut parler de quartier d'Atekouma, quartier Yirikro, quartier Delta. Voilà ces quartiers. Souvent quand on dit à un taxi même d'aller là-bas, le taxi ne peut pas arriver. On te laisse dans un coin et puis tu fais le reste à pied. Nous sortons d'une crise qui a secoué tout un chacun à travers la Côte d'Ivoire. Et toutes les villes à l'instar de Bois-Flé se remettent pas à pas. La commune bénéficie de 6 km de bitume. C'est un gain important pour la commune. Revenez à Bois-Flé dans 3 mois, Bois-Flé sera une autre ville. Si le maire de Bois-Flé se veut rassurant et par scrupule n'évoque pas les difficultés financières inhérentes à toutes les collectivités décentralisées, c'est qu'il est comblé avec le programme présidentiel d'urgence. Mais il reste de nombreux efforts à faire par la municipalité en termes d'assainissement et de drainage des eaux, de salubrité et d'hygiène. On est frappé de voir en divers endroits de la ville des monticules d'ordures, risque de maladie dans une ville où chaque jour la poussière qui s'élève des routes encore praticables couvre la ville de sa lourde chape. Dans un premier temps, c'est d'enlever les dépôts sauvages. Une fois qu'on aura enlevé tous les dépôts sauvages, il va falloir pérenniser l'action. Et nous allons passer à la sensibilisation qui est des ménages pour jeter les ordures dans les bacs à ordures. Parce que l'état d'insalubrité est dû au fait que les populations ne jettent pas les ordures là où il faut pour que l'opérateur vienne prendre les ordures. Bois-Flé, capitale de la région de la Marawe, reste pourtant une ville chargée d'histoire, tant sur le plan politique, sportif que culturel. Les jeunes clament à l'envie qu'ils sont désabusés, malgré les potentialités naturelles et l'espoir que leur exploitation a suscité. Les jeunes sont loin
voient trouver leur compte. Depuis la visite dans cette ville du président de la République, l'espoir renaît et prend l'allure du véritable cri de cœur. Ce que nous demandons, c'est qu'il faut effectivement des investissements qui peuvent permettre à la jeunesse de s'en sortir, tels qu'en essayant de construire des usines. Voilà, c'est ce qui peut aujourd'hui permettre à la jeunesse de s'en sortir. Ou prendre par rapport au barrage Kossou, avoir un projet qui peut permettre à la jeunesse véritablement de s'en sortir. Bois-Flé n'est pas différent des autres départements du pays. Les problèmes sont les mêmes. Il s'agit de quoi? Le chômage des jeunes, ça touche toute la Côte d'Ivoire. Nous avons des problèmes récurrents de foncier, comme partout ailleurs. Nous sommes dans une zone forestière, avec un problème qui est un peu particulier, celui du parc national La Maraoué. C'est un problème particulier. S'il y a arrêtage, je pense que c'est dû à la situation de crise généralisée que notre pays a connue depuis 10 ans. Avec la sortie progressive de la Côte d'Ivoire de sa longue crise, Bois-Flé entrevoit de nouvelles perspectives en termes de développement de la ville et de progrès de ses populations. Assurément un grand voyage dont le premier pas est la réalisation d'infrastructures socio-économiques et les projets en cours d'exécution. Un premier pas symbole de la renaissance d'une ville qui traverse le fleuve Bandama, cours d'eau sur lequel sera construit un nouveau pont, en attendant le bitumage de l'axe Bois-Flé-Saint-Fra, un vœu des populations caressées depuis bien longtemps. La population de Bois-Flé, mais aussi celle de toute la région de la Maraoué. Un nouveau souffle donc pour Bois-Flé avec le lancement des travaux de construction du nouveau pont de la Maraoué par le président de la République ce samedi. On passe à autre chose. Dans la nuit du jeudi à vendredi, le camp des forces républicaines de Côte d'Ivoire, basé à Noé, a été attaqué par des hommes armés. Le bilan des attaques fait état de 5 morts côté assaillant et d'un blessé léger dans les rangs des FRC. Le calme est revenu dans la zone et la situation est sous contrôle depuis hier en fin de matinée. Le président de la République a ordonné jusqu'à nouvel ordre et pour des raisons de sécurité la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana à compter du vendredi 21 septembre. Abou Sanogo. Selon le chef du détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire, basé à Noé, le lieutenant Amadou connaît l'imminence des attaques au regard de la position stratégique que ces hommes et lui occupent à la frontière ivoiro-ghanéenne, commande de leur part une vigilance de tous les instants. C'est donc cette veille permanente qui, pour lui, a permis de mettre en déroute la bande armée qui a mené des assauts répétés sur leur position dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Ils sont arrivés, on les a laissés entrer suffisamment dans le dispositif. Et quand ils sont entrés, on a fermé et les combats ont commencé. Le bilan des combats qui ont duré de 3 heures du matin à 11 heures ce vendredi fait état de 5 tués du côté des assaillants avec des armes de guerre et des armes blanches récupérées et d'un blessé léger dans les rangs des forces républicaines du Côte d'Ivoire. Le calme est donc revenu et la situation dans la zone est sous contrôle des forces républicaines du Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a reçu en audience le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, M. Bert Koenders. La question sécuritaire était au cœur de la rencontre. Compte rendu, Abou Sanogo. La question de la sécurité était au menu de la rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko et Bert Koenders, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le renforcement de la police, la collaboration avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur sur la sécurité de proximité dans le pays ont également été au centre de la rencontre. Sur les dispositions arrêtées en vue de parer ces attaques intempestives, le diplomate onusien a fait cette précision. C'est clair que l'ONUCI est là pour aider à sécuriser. Nous avons nos forces de l'ordre, les militaires, la police. Et je crois que c'est pour tout le monde, ça doit être très clair qu'il n'y a vraiment une chance de déstabiliser le pays. Maintenant, il y a le temps d'avancer, d'avoir le dialogue, de se parler, d'être ensemble, de faire des investissements. C'est ça vraiment, je crois, pour tout le monde, les leçons d'août. Il faut travailler ensemble. Et si c'est nécessaire de coopérer pour la sécurité, on le fait. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a salué l'engagement des Nations Unies aux côtés de la Côte d'Ivoire.
La salle de conférence du ministère des Affaires étrangères a abrité hier vendredi une réunion du comité de pilotage pour l'organisation de la conférence mondiale du cacao qui va se tenir en novembre prochain. Ce comité est présidé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan. Les détails avec Chantal Eouma Akanda. À 2 mois de la conférence mondiale du cacao, le comité de pilotage s'est réuni autour du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, président du comité, pour faire leur rapport sur l'avancement des préparatifs. Selon le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly indique qu'à cette grande rencontre, beaucoup de personnalités sont attendues, notamment des chefs d'État, et ce sera l'occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, de donner les grandes orientations et la vision de la Côte d'Ivoire sur l'économie cacaoyère mondiale. Le ministre de l'Agriculture s'est aussi prononcé sur le budget de la conférence sur le cacao qui a été arrêté et qui sera reparti entre la Côte d'Ivoire, pays organisateur, et l'ICCO, Organisation internationale du café cacao. Nous avons fait le point, nous avons arrêté le budget pour que les sous-commissions puissent s'activer. Et vous savez que cette conférence doit affirmer le leadership de la Côte d'Ivoire en matière de production de cacao dans le monde. Le cacao pèse beaucoup dans le budget national. Vous savez que c'est près de 800 000 producteurs qui en bénéficient de manière directe ou indirecte. Donc c'est quelque chose qui apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire en termes de développement économique, en termes de réduction de la pauvreté. Le budget est équitablement réparti entre l'ICCO et la Côte d'Ivoire. C'est un budget d'à peu près 900 millions de francs CFA. Pour un événement de cette dimension, nous pensons que c'est raisonnable. Et la moitié sera supportée par la Côte d'Ivoire et l'autre moitié par l'ICCO. Rappelons que la conférence mondiale du cacao se tiendra pour la première fois en Côte d'Ivoire les 19 et 23 novembre prochain sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la 47e journée de l'alphabétisation. Le thème retenu, et il est d'actualité, est l'alphabétisation, facteur de paix et de réconciliation. La ministre de l'Éducation nationale a invité les populations non scolarisées à s'intéresser à l'alphabétisation pour faciliter leur insertion dans la vie active. La cérémonie s'est déroulée à Marcoré à Noumabo ce samedi 22 septembre. Reportage Herman Niamien, Marie-Laure Goran pour le commentaire. Nana Kariga n'a pas connu le bonheur de la scolarisation quand elle avait 6 ans. Mais cela ne l'a pas démotivée. À l'âge de 13 ans, elle a cru en elle et décidé donc d'entreprendre un petit commerce. Avec cela, elle a pu se payer les cours dans un centre d'alphabétisation. Aujourd'hui, grâce à sa détermination et son courage, elle a obtenu le bac G2 avec 245 points. Elle est donc en passe de réaliser son rêve qui est de devenir expert comptable. Je lance un appel à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école à s'inscrire dans les centres d'alphabétisation. Car même si vous avez l'âge avancé, vous pouvez toujours apprendre. Quel que soit ton âge, tu peux toujours apprendre. Cet exemple mérite d'être imité par d'autres personnes afin de faciliter leur insertion dans la vie active, a dit le ministre de l'Éducation nationale lors de la célébration de la 47e journée internationale de l'alphabétisation. Elle facilite dès lors le rapprochement des groupes sociaux par l'acceptation des différences intercommunautaires afin de construire une société soudée qui impulse le développement. 51% de la population ivoirienne ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer. Et la frange de la population la plus touchée reste la femme, selon les statistiques de l'UNESCO. Mama Ouattara, chef du service alphabétisation et de l'éducation non formelle, exhorte donc les populations analphabètes à s'orienter vers les centres d'alphabétisation. Pour elle, savoir lire et écrire et savoir calculer permet de mieux gérer ses activités et favorise l'autonomie. Cette 47e journée de l'alphabétisation a été meublée par 2 activités de détente, telles défilé des différents centres d'alphabétisation du district d'Abidjan et des sketchs. Thème retenu pour cette célébration, l'alphabétisation, facteur de paix et de réconciliation.
Environ 600 femmes de la commune d'Abobo savent désormais lire, écrire et compter grâce à des cours d'alphabétisation dispensés par une organisation non gouvernementale. Ces femmes ont été présentées récemment aux autorités en charge de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Nos reporters Léon Brou et Jean-Jacques Kwameala nous les présentent. Fanta prononçant un discours, cette aptitude à lire, Fanta l'a acquise après un an de cours gratuits d'alphabétisation. Comme elle, environ 600 femmes, des ménagères ou autres commerçantes, ont appris à lire, à écrire et à calculer. Il s'agit pour elles de briser le complexe et le mur de l'ignorance en rattrapant la scolarisation ratée à bas âge. Une fois je venais au marché, j'ai appris qu'École Nord, il y a une ONG qui apprend à écrire, à lire. C'est là que je me suis approché grâce à ONG Trapper. Aujourd'hui, il sait ce qu'il sait que l'écriture. Je vois au moins 1, 2, 3 jusqu'à 100. Tout le monde doit connaître son numéro de téléphone, tout le monde doit connaître son numéro de piste, tout le monde doit connaître son nom, à lire et à écrire aussi. C'est très intéressant dans l'avenir de l'homme. Artisan de l'alphabétisation de ces femmes, l'ONG Crapoun, cellule d'action et de réflexion pour l'unité nationale. Son président Mohamed Sidibé révèle qu'au-delà de la réparation des dommages subis par ces femmes pour n'avoir pas été scolarisées, son organisation veut aider à la réconciliation et à l'unité nationale. Il explique que comprendre et parler une même langue est le moyen de compréhension mutuelle. Il peut sûrement donner un coup d'accélérateur à ce processus. Son action est donc saluée par le ministère de l'Éducation nationale et celui de la femme, de la famille et de l'enfant. Pour eux, la connaissance est le début de la liberté. Ils ont donc, par le biais du service autonome d'alphabétisation, offert des équipements didactiques pour exhorter l'ONG Crapoun à étendre ses cours d'alphabétisation à un plus grand nombre d'analphabètes. Un mot des préparatifs du Hajj, le Hajj le pèlerinage musulman à la Mecque. Ces préparatifs vont donc bon train. Aujourd'hui, une séance de simulation a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe, à l'occasion de montrer aux candidats au Hajj comment les choses vont se passer dans la pratique le jour de leur départ. Ali Diarasouba. Dans quelques jours, le pèlerinage musulman à la Mecque. En prélude à ce voyage auquel participeront des milliers de musulmans ivoiriens, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur, la direction des cultes et le commissariat du Hajj ont initié aujourd'hui une cérémonie dite de simulation pour mettre dans le bain de la pratique les candidats au Hajj 2012. Cette séance de simulation a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du représentant du ministre de l'Intérieur, Bamba Cheikh Daniel. Plusieurs mesures ont été prises pour la réussite de cette édition du Hajj, notamment le pèlerin cette année aura droit à un seul accompagnateur avec qui il franchira le portail de la grande mosquée de la Riviera Golfe, lieu de rassemblement des pèlerins avant le départ. Une fois à l'intérieur, il sera orienté par un comité d'accueil sous les chapiteaux où une fouille sera effectuée dans ses bagages. C'est à ce niveau que l'accompagnateur sera prié de se retirer. Deuxième étape, l'aérogare charter. Là-bas, il sera procédé au contrôle de police, de douane, de sûreté, en vue d'écarter tous les objets interdits pendant le voyage. Ensuite, le pèlerin pourra attendre à la salle d'embarquement selon l'heure de son vol. Autre étape, le pèlerin franchit le poste d'arrivoire où il sera seul avec un encadreur. Innovation de taille. Dans l'attente de l'embarquement pour l'aéroport, un lieu de prière, des toilettes mobiles seront ouvertes pour les besoins des pèlerins. Pour tester tous ces dispositifs innovants, rendez-vous le 29 septembre, à date à laquelle est prévu le premier vol des pèlerins ivoiriens pour la Mecque. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama Kouakou, a reçu une délégation du Rotary Club. Délégation conduite par Mme Mariam Koné et par M. Pierre Miani Ndaklaver. Cette délégation est allée présenter au ministre ses actions en faveur de la paix dans le cadre d'un projet dénommé Culture et Paix. Les précisions de Alvarassa. Entre le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama Kouakou, et ses responsables du Rotary Club a essentiellement porté sur la paix et le développement de la culture en Côte d'Ivoire. Ces clubs services, les Rotary Club dont le thème cette année est la paix par le service, entendent à travers des actions qu'ils vont mener à porter leur contribution sur le terrain pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire.
Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Badaman, apprécie l'initiative de ces clubs services et il entend les soutenir. Toutefois, il leur demande d'étendre leurs activités sur l'ensemble du territoire ivoirien pour aider à leur niveau à contribuer au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Dans le domaine culturel, le ministre de la Culture les invite à soutenir ce secteur divers et riche pour qu'ils connaissent le développement. Les lauréats de la 5e édition du concours national du français et de la culture générale sont connus. Ils ont été récompensés récemment par l'ONG Éducation, Formation et Développement, organisatrice de ce concours. Francis Boifo et la Fofana reportage. Ils sont 24, les lauréats de la 5e édition du concours national du français et de la culture générale. La compétition a réuni 4000 élèves issus des classes de CM2, de la 6e à la terminale, des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. La dictée, le roman imposé et la maîtrise de la langue française ont constitué les épreuves de ce concours dont l'objectif est de faire la promotion de la langue officielle de la Côte d'Ivoire, le français. La langue française se meurt, on la parle mal, on l'écrit mal. Il faut aussi décider, n'est-ce pas, de mener le combat. Le bon combat pour réhabiliter cette langue qui nous est si chère. Lauréats, acteurs du système éducatif, autorités administratives, tous s'engagent à soutenir l'ONG Éducation, Formation et Développement dans ses actions de valorisation de la langue française en milieu scolaire. La 6e édition du concours national du français et de la culture générale en terre ivoirienne démarre en octobre prochain. Lors de cette édition, il sera également question de valoriser les langues vivantes, à savoir l'anglais, l'espagnol et l'allemand. La page culture, comme tous les samedis, l'invité est M. Pierre-Alex Kipré. Michel Alex Kipré, qui est professeur de lettres, journaliste, collaborateur de plusieurs journaux ivoiriens. Il a mis sur le marché cet ouvrage consacré à l'Académie Mimo Sifcom, intitulé Les secrets de l'Académie. L'Académie Mimo Sifcom est un centre de formation de football construit à Abidjan, précisément dans la commune de Cocody. Ce centre a formé plusieurs professionnels et évoluant aujourd'hui dans les plus grands clubs du monde. Dans ce livre intitulé Les secrets de l'Académie, Michel Alex Kipré revient sur la vie de ce centre fondé par les responsables de la secte Mimosa. Francis Boifo, Marie-Laure Ongoran. Les secrets de l'Académie. Ce livre de 382 pages a été édité par Fragmat Éditions. Son auteur, Michel Alex Kipré, y raconte la vie des académiciens de la promotion 1994-2001. Cette promotion était composée de jeunes issus des quartiers populaires d'Abidjan et dont le rêve était de devenir footballeurs professionnels. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'on peut citer entre autres Yaya Touré, évoluant à Manchester City, Salomon Kalou de Lille et Yao Kwasi Gervais d'Arsenal. Michel Alex Kipré revient également dans son ouvrage sur les grands événements du club Mimosa avec les enfants de Jean-Marc Guillou. Il fait vivre à nouveau les grands instants du football avec les académiciens. Michel Alex parle également de la philosophie du centre de formation de football et l'état d'esprit dans lequel évoluait l'ensemble des élèves footballeurs. Avec les secrets de l'Académie, c'est un retour sur l'histoire de ce centre qui a formé des footballeurs professionnels. Michel Alex Kipré est journaliste, chef de service culture au quotidien Fraternité Matin. Michel Alex Kipré, vous avez été l'encadreur psychopédagogique. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Bonsoir Abiba. C'est vrai que c'est un terme qui n'est pas trop courant. On a l'habitude de parler de préparateurs physiques, mais il existe des préparateurs de l'esprit. C'est tous ceux qui donnent une dimension psychologique à l'athlète avant qu'il aille sur le terrain. C'est ceux-là qu'on appelle les préparateurs psychopédagogiques. Et qu'est-ce qui a présidé à la rédaction et à la publication d'un tel ouvrage sur l'Académie Mimo Sifcom? Vous avez vu l'élément qui est passé tout à l'heure, on parle de l'alphabétisation, le devoir de faire pérenniser les œuvres. Je veux dire que si un livre, si une épopée aussi belle que celle de l'Académie n'existe pas, c'est comme si rien n'a été fait. Donc c'est un devoir d'abord de mémoire, le besoin de pérenniser, de donner aux générations qui viennent, qui n'ont pas eu la chance de connaître cette histoire-là et de l'intérieur, parce qu'en qualité d'encadreur, j'étais à l'intérieur, donc c'est pour donner à voir justement, et c'est pour faire mourir ici l'oubli en fait, c'est pour vaincre l'oubli.
Voilà, l'Académie Mimo Sifcom qui a accouché, si je peux m'exprimer ainsi, de plusieurs grandes stars internationales, Gervino, Kolo, Yaya. Quel souvenir gardez-vous de toutes ces stars? Ces jeunes gens qui sont arrivés. Aujourd'hui, c'est de grands monsieur, c'était des gosses tout petits qui avaient entre 10 et 12 ans, qui venaient, bon, c'était difficile de croire en eux, mais comme on était encadré par un monsieur de talent, Jean-Marc Guillou, donc en 1994, il vous parlait déjà de la Coupe du Monde de 2002, ça veut dire qu'il avait une projection. Quel sentiment je garde d'eux? On a passé de très très bons moments, on continue d'être en contact encore, c'est des jeunes brillants. Ils n'ont pas tous eu la fortune qu'il fallait. Je ne parle pas de fortune financière, je parle de chances de réussite. Il y en a qui ont moins bien réussi, mais en termes de pourcentage de réussite, l'Académie Mimo Sifcom, peut-être qu'on ne le dit pas assez, est le centre qui aura produit en termes de pourcentage, c'est le meilleur centre du monde, je pèse mes mots, hein, par rapport à Ajax, par rapport à Feyenoord. Quand on voit le pourcentage, le corpus sur lequel on a travaillé 60 enfants et en placé 55 à ce haut niveau, qui jouent dans les meilleurs clubs, qui sont capitaines, qui sont ballons d'or, c'est vraiment les meilleurs. À Ajax par exemple, pour pouvoir avoir 2 joueurs qui sont bons, il faut quand même voir 1000 personnes, c'est pas ce qu'on a fait. Et on a travaillé sur un espace qui était réduit, c'était qu'à Abidjan, c'était pas à l'intérieur du pays. Mais il ressort de la lecture de cet ouvrage beaucoup de coups bas, d'intrigues, de dessous, entre encadreurs. Oui, il n'y a pas que de bonnes choses. Si, mais c'est ça, l'être humain est pluriel. Je ne veux pas montrer la face rose simplement, et j'ai voulu espérer que ce livre soit un peu, que le lecteur soit un peu voyeur, qu'il soit invité dans l'intérieur, même dans la dimension psychologique de tout ce qui s'est passé. Il ne faut pas montrer simplement la face bonne des personnes qui y travaillent. Mon souci, c'était de montrer aussi que derrière toutes les grandes œuvres, ce sont des humains qui les font, ce ne sont pas des génies. C'est des personnes normales qui sont capables de faiblesse amoureuse, qui sont capables d'échecs, de mentir, qui sont capables de ces choses-là, comme du pire. C'est pour ça que j'ai voulu donner une face un peu vraie. J'ai voulu écrire ça au plus strict, au plus juste et au plus vrai. Voilà, une question qui taraude beaucoup d'Ivoiriens amoureux du foot. Qu'est-ce qui a été au cœur du différend entre Guillou et M. Ounia? Abiba, je suis sûr que vous savez, à chaque fois que vous avez un différend entre 2 personnes qui sont lancées sur un projet, c'est l'argent. À chaque fois, c'est l'argent. Et malheureusement, c'est l'argent qui a divisé ces personnes-là, qui n'ont pas, malheureusement, n'ont pas pu faire passer leurs intérêts nombriliques après la nation. Parce qu'il s'agissait ici, aujourd'hui, si on avait eu encore ce centre de formation qui existe en réalité, mais un peu de nom, parce que ça fait près de 10 ans qu'ils n'ont pas sorti de grands joueurs. La dernière génération, il n'y a que Gervinho, qui est la 3e génération. Donc en termes de formation, vous voyez, le centre existe par les murs. Mais à l'intérieur d'une formation, ce sont les hommes mûrs et non les murs qu'il faut pouvoir pérenniser. Un dernier mot peut-être sur l'équipe nationale conduite par Didier Drogba qui ne vient pas de ce centre de formation. Je vais continuer mon propos. Didier Drogba est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est des joueurs qui arrivent tous les 25 ans, un peu comme on a eu beaucoup Laurent. Et c'est pas des joueurs qui sont le fruit vraiment d'une recette. C'est des joueurs magiques que Dieu offre. Et il faut en profiter. Mais à côté de ça, Didier qui est comme un poisson, c'est un capitaine, c'est pas au hasard, qui est comme un poisson, il y a ceux qui savent apprendre à pêcher. Et c'est ce qu'on faisait, on avait la formule pour pouvoir amener les enfants, amener Yaya, Kolo et tous les autres à arriver à un haut niveau. Bon, malheureusement, on a compté que sur Drogba. Déjà, moi je suis un peu inquiet. Il a 34 ans, après cela, après la génération de Gervinho, je pense que ça va être un peu difficile et c'est dès maintenant qu'il faut commencer à assurer la relève. C'est l'appel que vous lancez. Oui, tout à fait. Ben voilà, et c'est peut-être votre dernier mot, voilà, les secrets de l'Académie, préfacé par Gérard Dreyfus, un grand, oui, et édité aux éditions Fratmat Éditions, justement. Et puis, ce n'est pas votre dernier ouvrage. Non, j'ai sorti tout dernièrement, un tout dernier livre qu'on appelle Sans penser. Depuis, je suis piqué par le virus et je voulais vous l'offrir même. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de la page de culture. Le président de la République a reçu cet après-midi, aux environs de 18h, le ministre malien de la Défense, M. Yamoussa Camara. Il était porteur d'un message du président malien Dioncounda Traoré. Voilà, nous vous proposons la déclaration du ministre malien de la Défense à sa sortie d'audience avec le président de la République. On s'est mis d'accord sur les principes, donc il n'y avait pas de problème concernant le déploiement des forces. Comme on le dit, le diable est dans le détail. Il s'agissait de voir un technicien
quel est le meilleur cadre pour que ces forces-là soient déployées sans trop heurter la susceptibilité et la sensibilité des populations qui restent très attentives quand même au déploiement de toute force étrangère sur notre territoire. Je pense qu'il y a une certaine presse qui avait fait courir la rumeur que les Maliens ne souhaiteraient pas que même soit déployé à Bamako une base logistique et un PC de la CEDEAO, toutes choses quand même qui sont indispensables pour la mise en cohérence des actions et pour la réussite des opérations. Ça n'a jamais été le cas. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Nous sommes d'accord que la CEDEAO déploie des forces au Mali et avec ce déploiement-là, nous sommes d'accord avec toutes les structures qui vont avec. Cependant, dans l'intérêt même des opérations, il faudrait que cela se fasse dans un minimum de discrétion pour garantir l'efficacité indispensable à la conduite des opérations. Sur le même sujet, le président malien Dioncounda Traoré a proposé hier soir le dialogue et la négociation au groupe armé islamiste qui occupe tout le nord du Mali, tout en appelant les Maliens à l'union sacrée autour de leur armée pour faire la guerre s'il n'y avait plus d'autre choix. Ce sont ces thèmes. Suivez donc. C'est dans la gravité que le Mali célèbre son 52e anniversaire d'indépendance. Pas de grandes festivités. Le président intérimaire malien Dioncounda Traoré doit faire face à la crise la plus grave de l'histoire du pays depuis 1960. Dans un discours donné la veille, il promet de restaurer l'intégrité du Mali. Puisque nous la préparons, nous ferons la guerre s'il ne reste pas d'autre choix. Mais nous réaffirmons ici que notre premier choix reste le dialogue et la négociation. Discours bien reçu dans la capitale. Alors que les 2/3 du territoire sont occupés par des milices islamistes, les Maliens rêvent de reconquérir le nord du pays. C'est le discours que tous les Maliens attendaient. Et c'est le discours qu'il devrait prononcer depuis le départ, avant la crise même. Il a trop tardé, son discours est apprécié par tous les bons Maliens. À Gao, ville sous contrôle islamiste, on répond que la négociation est possible, mais à la condition que le Mali applique la charia. En attendant, le plan d'action militaire concerté entre Bamako et les États d'Afrique de l'Ouest n'en finit pas de prendre du retard. Le gouvernement malien et la CEDEAO butent sur un accord, notamment sur la question d'un déploiement de soldats dans la capitale. L'ONU se dit prête à examiner ce plan, mais faute de détails, ces préparatifs sont encore jugés trop imprécis pour être validés. Les membres du Conseil de sécurité attendent avec impatience l'élaboration d'un document stratégique et une proposition pour mettre en œuvre une stratégie coordonnée dans le Sahel. La 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvrira mercredi prochain. Le dossier malien sera au cœur de tous les débats. Un responsable local de Gao, ville du nord du Mali, sous contrôle des islamistes, a affirmé ce samedi que les islamistes acceptent de négocier avec le gouvernement de Bamako à condition que le Mali applique la charia. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur RTU 1 et à demain 20h.